Bienvenue dans ce nouveau live TPC. Salut Yvan, Julie, Renaud et les autres. Mehdi, CEO de TPC, Brice, CPO de chez Electra. Dites-nous ce que vous faites. Dites-nous ce que vous faites, essayez de vous présenter. On va passer une petite heure ensemble. L'intérêt d'être présent dans ces lives et de pas attendre de replay, c'est vraiment d'interagir avec nous et de poser toutes vos questions à Brice ou à moi sur, d'un côté le product management dans une boîte comme Electra ou sur les questions de marché de l'emploi tech sur lesquelles je serais peut-être un peu plus habilité à répondre. Donc salut à tous, Carolina, Olivia, bienvenue dans ce nouveau live TPC. Encore une fois, n'hésitez pas à vous présenter. Salut Brice. Salut. Heureux vu qu'on était ensemble juste avant. Très cool de faire ce live ensemble. Merci beaucoup d'avoir accepté. Bon, ça s'est fait tout naturellement. Je pense que tu as pas mal de choses à nous partager. On est sur quelque chose d'assez spécial qu'on fait rarement. On est sur une entreprise tech dans l'énergie en particulier, sur un produit à la fois soft et hardware. Moi, ça m'a paru important de donner la parole et puis d'inviter une entreprise tech comme Electra. Parce qu'en fait, ouais, aujourd'hui, l'énergie est un énorme driver dans la tech. Il y a beaucoup de levées autour de ça. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a une sorte de, de, de réinvention de cet écosystème-là depuis 4-5 ans maintenant. Il y a des méthodes qu'on connaît dans le product et dans la tech qui sont appliquées à des mondes qui ont une échelle d'influence, une échelle d'industrialisation, mais beaucoup plus importante. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve. Euh, donc voilà, Electra, vous êtes devenu assez rapidement dans le top 3 européen, des pure players européens dans le monde de la recharge électrique, aux côtés par exemple de Tesla. Euh, vous avez beaucoup mis l'accent sur l'expérience client. Ouais. On va beaucoup en parler. Euh, c'est assez smart, je trouve, assez différenciant. Euh, et puis, ce que j'évoquais aussi, cette histoire de scalabilité qui est pensée comme celle d'un produit tech, mais appliqué à du solide, quoi, à du hardware. Euh, voilà, face à des gros players, face à des Shell, des Total, des BP. C'est une stratégie qui est quand même assez unique. Donc, on va parler de ça, de strat, de votre scalabilité, de votre culture aussi. Ouais. Euh, et très cool en tout cas de t'inviter, Brice. Est-ce que tu veux nous dire deux mots un petit peu sur qui t'es, ce que tu fais chez Electra? Ouais, avec plaisir. Bah, déjà, merci Mehdi pour l'invitation et bonjour à tous. Moi, je suis Brice Bourreau. Je suis CPO chez Electra depuis quasiment 4 ans. Electra, notre mission, c'est simple, c'est d'accélérer la mobilité électrique ou la transition vers la mobilité électrique en réenchantant la recharge des voitures électriques. Et concrètement, pour faire ça, on construit le meilleur réseau de recharge rapide en Europe, avec, comme tu l'as dit, une sorte d'obsession pour l'innovation produit, l'expérience utilisateur. Et ça, c'est quelque chose un peu qui détonne dans cette industrie, non pas millénaire, mais ça fait un petit moment que tu as des acteurs qui sont un peu immobiles dans ce secteur. Et Electra, chez Electra, on veut un peu chambouler cette industrie-là. Ok. Bah, c'est intéressant. Ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que toi, tu viens du monde de l'énergie. Ouais. Tu as fait toute ta carrière là-dedans. Tu viens pas forcément du monde du product, même si tu as pu en faire avant. Tu viens plutôt du monde de l'énergie. Donc, toi, qu'est-ce que tu as pu constater en fait dans le monde de l'énergie, chez EDF ou ailleurs, que Ouais. Electra vient résoudre? Alors, Electra, moi, ce qui m'a chauffé pour venir chez Electra, c'est que je suis arrivé au tout début, au moment de la phase de seed. J'avais été chassé par Electra vraiment au démarrage de la boîte.
j'avais déjà bossé, comme tu le disais, hein, dans des boîtes toujours liées à l'énergie et à la mobilité. Il y a vraiment cette logique de transition énergétique qui est importante pour moi, pour mes valeurs. C'est ma 3e boîte de mobilité électrique. Au tout début, quand on m'a appelé en me disant il y a une nouvelle boîte qui se monte sur la mobilité électrique, j'étais là en mode bof, j'en ai déjà fait 2, ça me chauffe pas forcément. Ensuite, j'ai rencontré un des 2 founders, Aurélien, qui est aussi le CEO et qui m'a parlé un peu de sa vision et de son positionnement. Et en fait, à l'époque, avoir une boîte qui vient vraiment se positionner sur la recharge uniquement rapide, qui est en fait ce que veulent les clients, en zone urbaine, là où tu as de la demande, et en mettant une emphase très forte sur l'expérience utilisateur, là où aujourd'hui, ça devient évident, mais à l'époque, ça ne l'était pas du tout. Je me suis dit, bah ouais, cette vision, elle me chauffe, et c'est le bon timing, donc let's go. Et je suis arrivé chez Electra pour créer le produit. On est parti d'une page blanche, créer l'équipe. Et moi, j'ai un peu cette démarche dès le début, je voulais construire une équipe produit très holistique à 360 degrés autour de l'expérience utilisateur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un playground immense chez Electra où on fait du hardware, du mobile, du back-end, des produits B2B, de l'IoT, tout ça avec une petite équipe et so far so good, j'ai envie de dire. Ouais, bah écoute, c'est vachement intéressant, tu vois, et globalement, un peu pour revenir à ce moment un peu clé, tu vois, où on t'a pitché, où Aurélien t'a pitché la vision d'Electra, enfin la vision de cette nouvelle boîte, et globalement, qu'est-ce que, où est-ce qu'il était le space à ce moment-là sur le marché? Où Ouais. est-ce qu'il était tu vois, ce nouveau, cette nouvelle opportunité, euh, tu vois, et qui toi t'as enchanté, où tu t'es dit, ok, là il y a un truc à faire. Bah, si tu veux, là, on est à cette époque-là, on est en 2021. En 2021, la recharge de voitures électriques, c'est des grands noms, c'est des EDF, c'est des Total, des Engie, des pétroliers en gros pour la plupart, ou des gros acteurs de l'énergie qui font ça. C'est pas leur cœur de business en fait, tu vois. Un EDF, quand il fait ça, c'est parce qu'en fait, il sait qu'il va vendre de l'énergie et qu'il va avoir du bundling avec une offre de fourniture à la maison. Un Total, quand il fait ça, il se dit bah, j'ai une approche portfolio où je vais un peu dérisquer mon business historique de pétrolier. Et je trouvais que la manière avec laquelle c'était exécuté n'était pas la bonne et n'était pas même presque respectueuse, tu vois, des clients. En Ouais. gros, eux, leur play, jusqu'à ce que tu aies des acteurs comme Electra qui viennent un peu bouleverser et montrer que autre chose était possible, c'était de dire bon, bah, on fait des trous dans le sol, on tire des câbles, on met des bornes, et puis après, basta. Que ça marche, que ça marche pas, on s'en fout. L'expérience utilisateur, c'est pas notre sujet. Et tu te retrouvais avec une image un peu déplorable qu'on a tous vu dans les JT là, qui se veulent catastrophistes parfois, sur les bornes ne marchent pas. Et je pense qu'il y a une réalité autour de ça. Et Mm. vraiment de se dire, on va amener dans ce monde qui est un peu dicté par l'infrastructure, une composante tech et fortement centrée sur l'expérience utilisateur, ça c'était nouveau. Et aujourd'hui, tout le monde copie ce modèle parce que tout simplement, c'est un modèle qui marche en fait. Une fois que tu as réussi à démontrer que en étant focus sur tes clients, tu arrives à générer de la valeur pour eux et de l'impact business et que littéralement les gens étaient plus contents de venir chez toi et revenaient plus souvent, en fait, tout le monde copie un peu ce modèle-là, quoi. Et ça, c'est ce que moi j'ai voulu construire et ce qu'on a construit et qui a mis du temps, hein, parce que tu vois, ça a mis quelques années en fait avant de vraiment avoir un produit qui rencontre son marché et qui soit perçu comme un des produits leaders du marché. Ouais, non, c'est vachement intéressant. Ça me fait penser, il y a des similitudes, tu vois, à aller chercher, je sais pas moi, à l'époque, entre Voyage SNCF et Captain Train, par exemple. Tu vois, ce genre de produit tech qui vient te tacler un marché, un gros marché, trusté par des gros, par le biais du produit, de l'expérience utilisateur, et qui vient capter de la valeur. Donc, c'est vachement intéressant. Maintenant, tu vois, moi, tu me mets face à une problématique comme Electra, je panique. Je sais même pas comment passer de 0 à 1, enfin même de 0 à 0,01. Comment?
C'est quoi les premières briques, tu vois? Qu'est-ce que tu fais au tout début? La page est blanche. Ouais, bah ça s'est construit enfin tu vois, ça a mis littéralement un peu des années à se construire. Aujourd'hui, moi j'ai construit une sorte de framework un peu de comment on se différencie, comment est-ce qu'on construit un peu une sorte de produit un peu iconique dans ce marché. Mais si je reviens aux early days, en fait, il y a deux trucs peut-être que je vais explorer. Il y a les choix qu'on fait sur le produit d'aller vite pour sortir quelque chose, en fait, parce qu'au début, tu as besoin de sortir quelque chose. Et puis, tu as une deuxième aspect, un choix qui a été hyper fort, qui a été dès le début d'internaliser la tech, qui n'était pas un choix évident, mais qui paye au décuple maintenant. Peut-être sur le premier volet, sur la manière avec laquelle on a fait du produit, moi, quand je suis arrivé, je te l'ai dit, hein, il y avait littéralement personne. Hein, je suis arrivé au début, juste après le seed. Il y avait une dizaine de personnes chez Electra. Euh, on se battait, tu vois, avec des slides contre des Total, des EDF, etc., qui, eux, avaient déjà un track record et avaient déjà des produits sur le marché. Et la première chose qui m'est apparue évidente, c'est qu'il fallait qu'on se dépêche de focaliser sur comment est-ce qu'on va le plus vite possible à délivrer un produit qui soit fonctionnel et qui marche et qui donne une sorte de crédibilité à Electra. Tu vois, on n'était rien et on se battait par rapport à des mastodontes et il fallait qu'on aille vite pour démontrer qu'ils pouvaient nous faire confiance. Et je pense que ça, dès le début, on s'est vraiment focalisé sur comment est-ce qu'on va exécuter le produit que tout le monde fait, mais un tout petit peu meilleur. Et un tout petit peu meilleur, ça veut dire deux choses à l'époque. Ça veut dire plus fiable. Quand tu viens te recharger chez Electra, tu as cette promesse de fiabilité qui est chevillée dans ce qu'on fait. Et donc, quand tu viens te charger chez Electra, ça marche. Et deuxièmement, en apportant déjà une première différenciation qui était la réservation du point de charge. Et ça, c'est un truc qui paraît tout con. Quand je vous le dis, on me dit, ouais, on peut réserver des trains, on peut réserver des restos, on ne peut pas réserver de bornes de recharge. En fait, Electra, on est les seuls chez qui on a poussé aussi loin cette expérience de réservation qui est une vraie USP dans notre produit. Et pendant les premiers mois, on a exécuté comme des fous pour délivrer un produit qui réponde à ces besoins-là et qui ensuite, tu vois, commence un peu la boule de neige et fasse qu'on on a gagné plein de deals ensuite pour étendre notre réseau. Ça, Et c'est quoi du coup au début? C'est quoi? C'est créer les premières bornes, c'est lever des fonds pour installer les premières bornes. C'est quoi les premières briques techniques en fait et produits euh, de l'expérience que vous voulez créer? ouais, bah, c'est un peu tout ça. D'abord, tu as besoin de lever de l'argent. Et là, on avait un des éléments aussi quand même impactants, hein, c'est qu'on était déjà perçu comme un ovni parce qu'en 2021, on a fait une des plus grosses, si ce n'est la plus grosse, levée de seed en France avec 15 millions d'euros en seed sur des slides. C'était quand même plutôt un tour de force. Donc déjà, tu Attends, vois, on attends, s'est... juste là-dessus, Ouais. t'as- pourquoi tu as des. Dans la limite de ce que tu peux dire, mais pourquoi tu as des invests qui te disent oui à un projet comme celui-là? Donc, ok, on est en 2021, on est avant on est après Covid et avant la crise de la tech, donc il y a moins il y a moins de cette réserve, mais Bah, je pense qu'est-ce qui les convainc, ouais. pour moi, c'est un peu la force de, une bonne vision. C'est ce que je te dis tout à l'heure, et c'est ce qui, moi aussi, m'avait donné envie de venir chez Electra. C'est que cette vision-là, elle n'existait pas. Et en fait, elle est évidente. Tu vois, quand je te dis, on va mettre l'emphase sur là où les gens sont et l'expérience, ça semble obvious, mais ça ne l'était pas au début dans l'industrie. Deuxièmement, un marché hyper profond avec hyper stimulé, tu vois, avec des réglementations tout en faveur de l'électrification, et trois, la bonne équipe. Et je pense que ce qui fait qu'on a réussi très tôt à lever le seed, c'est la bonne équipe, tu vois. Aurélien, qui est le CEO et un des founders, qui est déjà entrepreneur et multi-entrepreneur. Julien, qui est un des autres founders, qui a déjà un background dans l'industrie, plus l'ajout de ressources clés. Et tu vois, moi, je connaissais l'industrie par cœur, en fait. Ça a donné confiance. Les planètes étaient alignées, quoi. Et Ouais, en fait, c'est intéressant ce que tu dis, parce que nous on accompagne comme ça, des petites boîtes early, et en fait, elles sont tellement euh, sélectives dans le recrutement des 10 premiers. C'est un truc de fou, en fait. Les 10 premiers, surtout pour les multi-entrepreneurs, on voit souvent ça chez les multi-entrepreneurs, enfin chez les serial entrepreneurs.
ceux qui ont remonté une boîte pour la deuxième, la troisième fois, les 10 premiers, l'équipe cœur, c'est vraiment ce qui va être déterminant pour la suite, pour convaincre des invests, pour poser les premières briques. Et du coup, je comprends qu'ils puissent être assez sélectifs. Donc, ok, les planètes étaient alignées. Vous levez et du coup, c'est quoi techniquement parlant, Ouais. tu parlais de bornes qui sont fiables. Tu vois comment ça se matérialise d'un point de vue produit. Ouais, bah, en gros, le premier produit qu'on sort, c'est une sorte de triptyque. D'un côté, des bornes de recharge, et là-dessus, nous, on ne les construit pas, on les achète à un fournisseur de bornes en Europe, qui est un des fournisseurs un peu, on va dire, leader sur le marché. Mais par contre, c'est un objet, tu vois, c'est pas une pompe à essence en fait. La recharge, c'est pas une pompe à essence où tu as un tuyau et tu as du liquide qui coule. En gros, c'est hyper tech. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dedans, tu as du software, tu as des protocoles de communication avec les bagnoles, tu as de la réglementation, tu as la réglementation de l'électricité qui est partout différente en Europe. Et donc, en fait, tu as un champ de contraintes et aussi d'opportunités qui est gigantesque autour de ça. Et donc, très tôt, on se dit, bah, tu as besoin pour que ça marche d'une station, donc en gros des bornes et d'un endroit pour les poser. Deux, tu as besoin de créer une expérience parce que dès le début, on voulait cette expérience différenciante avec une app mobile. Et trois, tu as besoin d'un back-end euh, hyper performant pour se connecter aux bornes, se connecter à l'écosystème, au système de paiement, à l'app mobile et vraiment délivrer un service de hyper bonne qualité, très fiable, etc. Et ça, c'est un peu les trois premières briques qu'on commence à construire très tôt, quoi, en 2021, pour aller vite et pour démontrer que, bah, OK, on a levé 15 millions, mais maintenant, on sait aussi délivrer. Et tu vois, dans la chronologie, moi, j'arrive en septembre 2021, la levée, elle se fait en juin, quelque part, du CID. Moi, j'arrive en septembre, et c'est des lead times qui sont longs. Donc, en fait, on a notre première station qui est ouverte en mars 2022, tu vois. Donc, Ouais, ouais, ouais. ça met À quasi Paris. 2 ans entre le début de la boîte et la première station. Donc, tu vois, C'est à Paris votre première station? Ouais, la première station, elle était à Ouais. Aubervilliers Aubervilliers, ouais. et c'était nos premiers tests, quoi. Alors, une des craintes majeures freinant l'adoption du véhicule électrique reste la peur de perdre du temps lors de la recharge ou d'avoir organisé ses trajets en fonction des bornes disponibles. Comment, entre entreprises, donc Electra, a-t-elle levé cet obstacle pour rassurer et séduire les conducteurs? Ouais. Super question, Philippe. Alors, j'ai réponse longue et réponse courte. Réponse courte d'abord. Chez Electra, on n'est que sur du fast. Donc, concrètement, quand tu viens chez Electra avec une voiture, tu recharges entre 20 et 30 minutes de 10 à 80%. Donc, tu es déjà sur le haut du panier en termes de rapidité. Après, tu as la réponse un peu plus longue qui est que nous, on est venu, et ça, c'est un peu mon framework d'analyse, tu vois, de comment est-ce qu'on se différencie. En fait, tu as dû venir recharger une voiture électrique, de toute façon, ça, même avec les évolutions technologiques, ça prendra quand même du temps. Ce temps, tu as deux manières de le voir. Dans une station-service, tu viens, tu te réapprovisionnes et tu as juste envie de te barrer parce que ça pue, parce que c'est sale, parce que juste tu viens, tu fais ce que tu as à faire et tu te casses. La mobilité électrique, tu as vraiment une opportunité pour mettre à profit ce temps et créer une super expérience en station pour les utilisateurs. Faire en sorte que Hmm. le temps qu'ils passent à charger, ils fassent quelque chose d'autre pour eux. Et ça peut être des services, ça peut être de l'interaction, etc. Mais tu as vraiment une opportunité de créer une expérience sur site et de mettre à profit ce temps-là. Et ça, c'est quelque chose qu'on a mis longtemps à créer et tu vois qui est vraiment intimement lié à un produit hardware et on a créé un produit qui s'appelle Electraline qui est en fait notre design de station basé sur la mise à profit des services, du temps et de l'interactivité qui permet aux gens de, un, reconnaître Electra, deux, passer du bon temps et trois, de revenir en fait chez Electra. Donc, Mais la ça, gestion c'est au super temps, intéressant, ça. la gestion au temps, elle est critique, mais c'est à la fois une contrainte et en même temps une opportunité. Et si je peux faire une mini, tu vois, un mini framer là, de comment nous, on s'est différencié dans ce marché, en gros, moi, je pense qu'il y a 4 niveaux, tu vois, un peu de différenciation. Tu as le niveau de base, qui est ce que j'appelle moi la fiabilité. La fiabilité, c'est le B à bas. Quand tu vas te recharger, tu veux que ça marche. En fait, c'est juste ton besoin de mobilité. Donc, tu ne peux pas te permettre que ça ne marche pas. Donc, ça, c'est le premier niveau. Mais aujourd'hui, en France,
la moyenne, c'est 85% des charges fonctionnent. C'est-à-dire que tu as 15%, c'est énorme, 15% des charges qui ne fonctionnent pas. Nous, on a un niveau de fiabilité qui est au-delà de 97%. C'est-à-dire quand tu viens chez Electra, tu sais que ça va marcher. Ça, c'est vraiment le truc de base, la fiabilité. Le deuxième niveau, c'est la simplicité. Les gens, aujourd'hui, quand ils veulent se recharger, ils ne veulent pas se prendre la tête à télécharger 12 000 apps. Ils veulent que ça soit simple Ouais. et efficace. Et nous, très tôt, on a fait ce choix de dire on va supporter tous les moyens de paiement parce qu'on veut que la customer journey soit la plus simple et la plus efficace possible. Donc, tu peux avoir l'app Electra si tu as envie, mais tu peux aussi très bien utiliser directement ta carte bleue ou un badge de recharge. Et ces deux briques, fiabilité et simplicité, c'est le B à bas que tout le monde devrait maîtriser, mais la réalité, c'est que même là-dessus, nous, on se différencie. Et ensuite, moi, je vais rajouter avec l'équipe deux niveaux, je pense, qui sont critiques, mais qui vont beaucoup plus loin en termes de différenciation. Le troisième niveau, c'est la praticité. Et là, on est sur comment est-ce que, une fois que ça marche et que c'est simple, comment est-ce que tu dis, OK, je vais gagner du temps et je vais trouver quelque chose de pratique et j'aurai envie de revenir. Et là, on a lancé des features comme, la réservation. Donc, tu vois, tu n'as pas de charge mentale, tu viens, tu es sûr que tu as ta place. Deux, on a créé une fonctionnalité qu'on appelle auto-charge, où la première fois que tu te branches, le réseau va reconnaître ta voiture et la prochaine fois, tu pourras te brancher n'importe où sur le réseau Electra en Europe et on aura en mémoire toutes tes informations clients, ton système de paiement. Ça veut dire que tu vas plus vite que la station essence. C'est un Google Connect de la station essence, en fait. Exactement. Et en fait, littéralement, tu es plus efficace que la station essence. Et là-dessus, tu le vois, les repeat rates des users qui ont ça, mais il est gigantesque parce que les gens, ils adorent cette feature. Et tu as le dernier niveau qui, pour moi, est un peu se connecter avec la question là, qui a été posée. Moi, j'appelle le lifestyle. Et en fait, tu as une zone littéralement physique, urbaine, avec du mobilier urbain et une zone d'expérience. Et ce truc, il faut que tu en fasses quelque chose. Et les gens, quand ils sont sur station, on a fait des enquêtes utilisateurs, tu vois, tu as plus de 60% des gens qui restent plus de 20 minutes sur place. En fait, les gens, ils veulent passer du temps sur place, soit parce que sur place, on est à côté d'un hôtel-restaurant, ils prennent une collation, soit parce qu'ils ont quelque chose à faire. Et nous, on veut vraiment utiliser cette zone pour créer de la connexion avec l'utilisateur et faire en sorte qu'il passe un super bon moment et qu'il ait envie de revenir. Vous avez, vous avez pris le playbook d'Apple, en fait. Fiabilité, simplicité, praticité, lifestyle, on croirait parler du MacBook. Ouais, alors, Euh, nous, tu vois, Apple, il communique à fond sur les performances, 10 fois plus de machin, et nous, on veut garder ce côté simple et dédramatiser la recharge en disant, venez chez nous, c'est simple et vous allez kiffer. alors attends, parce que euh, quelques questions dans la même veine. Adoption demande confiance, confiance demande uptime. C'est un sujet qui bouge beaucoup dans l'industrie entre manufacturier, gros service, provider et pure player. Comment vous gérez la maintenance? Ouais, la maintenance, elle est. Alors, il y a deux. Il y a Question de deux Thomas. ouais, il y a du hardware et du software, en fait. Quand tu regardes dans le détail, 80% des problèmes, ils sont software, ils sont pas hardware. Et 20% sont hardware. Sur la partie hardware liée à la maintenance, nous, on s'est structuré très tôt avec une équipe dédiée qui est à Lyon, qui s'appelle le Network Operation Center, qui est une sorte de tour de contrôle H24 de ce qui se passe sur tout le réseau européen et qui va pouvoir avoir de l'alerting, avoir de la remontée d'informations. On a des caméras en station pour suivre ce qui se passe, pouvoir dépanner les utilisateurs et ensuite envoyer des équipes de maintenance, dépêcher des équipes de maintenance. Donc, techniquement et organisationnellement, on est outillé. Et ça, c'est une base de produit parce qu'en fait, on a créé ce back-office qui permet d'avoir des systèmes de télémétrie, de monitoring, des flux caméra, des alertes. Et on est en permanence en train d'itérer dessus. Et puis, tu as toute la partie software où si tu es accurate sur tes remontées d'infos, comment tu gères ton soft, comment tu choisis les fournisseurs. En fait, quand tu mets les deux ensemble, bah juste tu overperformes ce que peuvent faire les concurrents qui pourtant, à la fin de la journée, ont les mêmes techniciens de maintenance que toi. Mais juste toi, tu as tout le système autour et l'organisation qui permet d'être beaucoup plus efficace. Alors, après la levée,
Finalement, on a une question de François sur la levée et la rentabilité. Ouais. C'est quoi votre trajectoire de rentabilité derrière? Bon, puis j'imagine que vous avez dû relever pour scale. Euh, en gros, bon, j'imagine que c'est une question autour de la stratégie derrière. Est-ce que c'est euh, on, on investit, on investit, on investit, on chope le marché et puis on voit derrière sur la rentabilité ou est-ce que vous aviez quand même des jalons? Comment ça s'est structuré? Alors, si tu veux, on est dans un monde qui est CapEx intensive. C'est-à-dire que construire une station de recharge, ça coûte de l'argent et tu mets entre 10 à 20 ans pour la rentabiliser sur la C'est durée. combien en tout? C'est combien en tout les investissements chez Electra? Aujourd'hui, on a levé l'équivalent de un petit peu moins de 800 millions d'euros, ce qui fait que si tu regardes à l'échelle européenne en termes de pure player, on est le deuxième meilleur funded pure player de la recharge en Europe. Donc, c'est un biz qui est très CapEx intensive et ça aussi, ça a des conséquences sur comment on gère notre produit hardware. On y reviendra parce qu'en fait, tous les choix que tu fais, ils sont critiques. Et donc, tu as une importance de la discovery qui est fondamentale. Mais également, tu es obligé d'être un minimum éduqué sur comment est-ce que tu fais tes choix d'investissement. En gros, tu n'es pas en train de tartiner partout en te disant winner take all. Ça marche pas parce que ça bouffe trop de capex. Euh, Nous, ce qu'on a fait très tôt, c'est qu'on a eu conscience qu'il fallait un réseau de qualité. Et en termes business, j'entends en termes de return. Et ça passe par quoi? Ça passe par choisir de manière extrêmement précise et chirurgicale les localisations où tu vas construire tes stations. Et là-dessus, on a encore une fois créé un produit en interne pour les équipes d'Electra qu'on appelle aujourd'hui le network planning, quand on est en train de refonder complètement à l'ère de l'IA. Je ne peux pas en dire beaucoup plus, mais on est complètement en train de rechanger tout ce qu'on a fait pour intégrer plus de données, mais qui en gros est une sorte de méga outil qui vient bouffer plein de données, des données de trafic, des données sur les voitures, sur la socio-démographie du coin, des données des concurrents, et en fait, mange tout ça et te dit, OK, ce site, dans les 15 prochaines années, il va performer comme ci, comme ça, voilà son score de qualité, ainsi de suite. Et ça, c'est un outil qui est utilisé au quotidien par les équipes de BizDev pour trouver les bons sites. Donc en fait, pour revenir à la question sur la rentabilité, on n'est pas en train de mettre des points partout, on est aussi en train de se dire, on construit un réseau qui est fiable et qui a de l'impact pour le futur. Et mine de rien, c'est quand même, tu vois, si tu mets un réseau partout qui sert à rien, c'est quand même aussi un énorme gâchis et c'est pas le but des. En fait, c'est un peu comme de l'investissement immobilier, quoi. C'est l'investissement de la borne de recharge. Tu, enfin, tu investis en regardant un peu tous les paramètres autour, j'imagine, ouais, enfin, ce que tu disais, quoi, la démographie, le pouvoir d'achat, ce que les gens consomment en termes de bagnole, tu vois, le prix du loyer, etc. Et puis, tu fais un pari sur les années à venir. Donc, un peu comme McDo quand il s'installe dans un coin, quoi, ou Leclerc. Donc, Ouais, exactement. C'est de l'infra. Et donc, qui c'est de dit l'infra, infra ouais. dit constante de return longue et donc sur exposition sur les décisions que tu prends initialement. En termes de produits, comment est-ce que Electra innove en maintenance IRVE pour garantir un taux de disponibilité élevé? Bah ça, on a un petit peu parlé tout à l'heure. Globalement, in the nutshell, on a instrumenté tout ce qu'on pouvait pour être tout le temps en avance de phase et avoir, encore une fois, 80% des problèmes, ils sont software, ils sont pas hardware. Et donc, Ouais, là-dessus, c'est facile d'itérer vite, de choisir le bon matériel, de choisir les bons partenaires et d'aller vite. en effet. Pricing, question d'Inès. Est-ce que tu peux nous expliquer pardon, la stratégie de pricing? Comment vous avez itéré dessus? Ouais. Comment pricer un produit qui se différencie par une meilleure UX? Ça, c'est un sujet qui est assez, c'est assez deep, mais en gros, dans l'ordre, et j'aime bien cet ordre-là, parce que je pense que c'est important de le comprendre. Numéro un, ta décision, c'est où est-ce que tu vas te mettre. Parce qu'en fait, tu peux avoir le meilleur produit du monde avec le prix le plus bas du monde.
Si il est juste situé à un endroit où il n'y a personne, il ne se passera Ouais. strictement rien. Okay, donc, le gros du truc, la première décision que tu prends, c'est où est-ce que je mets cet asset? Et ensuite, tu as le deuxième niveau qui est comment est-ce que je price cet asset? Et là-dessus, tu as une sorte de dualité en permanence entre, d'un côté, je veux être simple, faire et transparent vis-à-vis de mes utilisateurs, et de l'autre côté, j'ai besoin que mon actif soit rentable, et donc, quelque part, j'ai besoin de maximiser mon revenu. Et donc, on est en permanence en train de tester avec les équipes revenus comment est-ce qu'on crée un prix qui soit simple, compréhensible, transparent, mais qui en même temps marche pour nous. Un exemple que je peux te donner, c'est que aujourd'hui, on a par exemple lancé un système d'abonnement où on dit pour X euros par mois, donc on a deux plans, un plan à 4,99, un plan à 19,99. Tu as un tarif réduit et donc quelque part, tu valorises la fidélité sur le réseau Electra. Et aujourd'hui, on a lancé par exemple ce plan d'abonnement, c'était le 17 mars. On a des records d'usage, enfin, tu vois, même les métriques, on ne pensait pas qu'on aurait un taux d'adoption et de satisfaction aussi fort. Donc ça, c'est hyper encourageant. Et ça, c'est vraiment des itérations en permanence entre produits et revenus. Et là, on est en train de réfléchir à des stratégies plus avancées de yield pricing sur les moments de la journée, sur les localisations. Et tout ça, tu dois tout le temps le faire. Moi, ce qui est hyper important pour moi, c'est le faire avec toujours en ligne de mire comment ça marche pour le client. Est-ce que c'est lisible? Mm. Est-ce qu'il va le comprendre? Est-ce qu'il arrivera à juste savoir quel prix il va payer, tu vois? Alors, je reviens un peu à cette histoire de design de l'expérience que vont vivre vos utilisateurs. Et c'est une question vachement différenciante pour vous. Est-ce qu'on peut creuser un peu ça? Tu vois, tu as parlé d'Electraline, tu as parlé de comment est-ce que tu delights les gens pendant qu'ils sont dans les stations. Je crois qu'il y a aussi le design des stations en elles-mêmes. Enfin, globalement, comment est-ce que vous pensez au design de l'expérience utilisateur chez Electra? Bah, c'est un sujet qui est déjà c'est un sujet qui est hyper important et dès le début on a investi et moi ça c'est une de mes convictions fortes, c'est le rôle du design et des critiques. Euh, et des critiques, on a souvent un peu cette image de les designers c'est des peintres en gros qui font des trucs beaux etc. C'est des artistes, mais pour moi c'est pas du tout ça en fait. Le design c'est un business partner. Par le design, tu peux avoir une meilleure expérience. Par le design, tu peux générer de la valeur pour le client et de l'impact business. Et donc, c'est là-dessus que nous, on vient orienter le design. Donc, pour moi, le design, c'est à la croisée des chemins entre la marque et le produit, pour faire simple. La marque, le rôle du design par rapport à la marque, c'est de faire évoluer la marque, mais aussi de s'inspirer de la marque pour la rendre concrète et tangible dans des expériences clients dans lesquelles le client va retrouver l'identité de la marque. Et puis, c'est éminemment produit et expérientiel parce que à la fin de la journée, un design qui est réussi, c'est un design qui est attractif, mais c'est aussi un design qui est simple et qui donne aux gens envie de revenir. Et ça, c'est quelque chose qu'on travaille sur tous les pans du produit. Donc, si je prends la partie physique, on a créé et on a reveal to the world au Salon de l'Auto 2024, là, en octobre, ce fameux produit Electraline, qui est une station de nouveau type, hyper connectée, avec de l'IoT, des écrans, et qui va avoir de l'interaction avec l'utilisateur, mais c'est aussi un vecteur de visibilité. Tu vois Electra de loin et c'est très reconnaissable. C'est aussi un vecteur de différenciation par rapport à nos concurrents. Tu nous vois de loin et tu te dis, ah tiens, ça c'est chez Electra, et plutôt que d'aller de l'autre côté de la rue, je vais venir chez Electra. Donc tu vois, tu as ce côté expérientiel, visibilité, différenciation. Et c'est la même chose. Comment est-ce qu'ils interagissent avec les users, les bornes Electraline? Ouais. En gros, on a plusieurs typologies d'écrans. Et donc, on s'est rendu compte que euh, d'abord, numéro un, les gens, quand ils arrivent pour se recharger, ils ont besoin de réassurance. Tu vois. Donc, ils cherchent partout les infos. Où est-ce que je peux me charger? À quel prix? Est-ce que c'est dispo? Quelle vitesse? Quel machin? Etc.
Nous, on vient un peu renverser la vapeur en personnalisant, notamment pour les clients qu'on connaît. Donc, on a des grands écrans et on dit, OK, par exemple, bienvenue Mehdi, cette place t'est réservée. Tu vois, truc tout simple, mais ça fait la diff en fait. Les gens, ils arrivent, ils se disent, OK, je sais que c'est pour moi, je vais arriver et ça va être fluide et efficace. Ensuite, je te disais ça aussi, tu as une majorité de gens qui passent du temps sur la station. Concrètement, les gens, ils restent sur le lieu physique pendant la recharge pour pouvoir repartir. Et là, tu as un temps que tu peux mettre à profit. Comment tu le mets à profit? Aujourd'hui, on a des écrans, par exemple, sur lesquels on va leur indiquer, tu vois, tous les services à dispo autour. Par exemple, sur le site, il y a un hôtel où tu vas pouvoir, si tu viens te recharger avec Electra, tu auras un café offert ou tu auras des perks, tu vois. Et ça, c'est des partenariats qu'on noue avec les bailleurs du site parce qu'eux-mêmes, ils ont un enjeu d'acquisition et de rétention des clients et un vecteur d'acquisition pour eux. Donc là, c'est gagnant, gagnant, gagnant. C'est gagnant pour nous parce qu'en fait, les gens, ils viennent et ils se disent, bah, OK, quand je vais pouvoir me charger, je vais pouvoir mettre à profit mon temps. C'est gagnant pour eux parce qu'en fait, ils ont des avantages quand ils viennent se recharger. Et puis, c'est gagnant pour le site parce qu'ils ont des nouveaux clients qui arrivent et qui sont fidélisés. Et puis, d'ailleurs, le site, vous le louez ou vous achetez le terrain ou vous louez les terrains? non, aujourd'hui, le modèle principal, c'est qu'on loue les terrains. Vous Donc, louez les terrains, ouais. on Mais les loue bornes vous appartiennent. tout nous appartient et on loue, on a un bail de location. Ok. Donc, tu vois, tu as vraiment l'impact du design sur le physique et tu as toute la partie aussi digitale, notamment autour de l'app mobile. Et en fait, s'il y a une seule métrique à retenir qui, pour moi, tu vois, matérialise l'impact du design, c'est que si on regarde la concurrence, on outperforme en termes d'usage l'usage de l'app mobile Electra par rapport à nos concurrents. C'est-à-dire que chez nous, tu as un tiers des clients qui passent par notre app, quand dans la concurrence, tu es à 5-10%, même pas. Ça veut dire que les gens, ils y trouvent de la valeur, ils ont envie de l'utiliser et ils ont envie de revenir, en fait. Et Ils y ça, trouvent quoi comme valeur de ils y plus? trouvent plein de choses, tu vois. Donc, d'abord, il y a vraiment ce côté, c'est un peu ce que je te disais, c'est les 4 étages, quoi, le côté simple, le côté pratique, le côté fiabilité. Et puis après, plus tu avances en fait dans l'app et plus tu vas découvrir des fonctionnalités qui vont te simplifier la vie. Un exemple, si tu utilises un badge de paiement ou une carte bleue, tu vas venir chez Electra, peut-être par opportunité, tu vas dire c'est chouette, mais tu vas pas forcément revenir. Déjà, si tu arrives à utiliser l'app Electra, les gens qui utilisent l'app Electra, ils reviennent de manière beaucoup plus régulière chez Electra parce qu'ils disent ah, j'avais aimé ce que j'avais vu, je pouvais contrôler en temps réel ma charge, j'étais notifié quand ma charge était terminée, j'avais accès à tous les sites à disposition, etc. Après, tu as la version un peu plus avancée. Ah, ok, je trouve que l'app, elle est cool, mais en plus, je peux réserver mon point de charge. Donc là, tu as encore un meilleur taux de repeat. Et puis après, tu as encore un autre niveau. En fait, j'ai actionné auto-charge. Maintenant, l'app et le réseau se rappellent de moi. Je vais tout le temps revenir chez eux parce que c'est simple. Et puis, tu as carrément le niveau ultime, c'est en fait, j'adore tellement que je m'abonne. Et donc là-dessus, tu vois, tu as une sorte de funnel où nous, on est hyper vigilant à la conversion et de passer étape en étape parce qu'on sait que ça apporte de la valeur et que les clients y reviennent, quoi. Comment se passent vos implantations dans les parkings qui demandent un ticket de stationnement pour les users? Ouais, ça, j'adore cette question parce que, encore une Très fois, précis comme question, très ouais, imagée. ouais, mais c'est, encore une fois, Question d'Olivier. ça te donne un peu le mindset d'Electra sur le produit et l'expérience qu'on a voulu créer. Electra, on a un positionnement qui est relativement urbain. On est présent sur autoroute, mais moins que nos concurrents. Et par contre, on est beaucoup plus sur des zones urbaines. Qui dit urbain, dit parking souterrain, dit barrière, dit ticket et dit paiement. Nous, on s'est dit, comment est-ce qu'on fait pour fluidifier, encore une fois, hein, notre vision et notre ADN, c'est de fluidifier l'accès à la recharge. Et donc là, tu as une barrière physique, tu vois, à la recharge. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait deux choses. Numéro un, on a négocié un accord avec le gestionnaire de parking pour que les gens qui viennent se charger aient une franchise de 30-40 minutes, le temps de se charger où ils ne payent pas le parking, ils payent que la recharge. Et numéro 2, on vient s'interfacer avec le système de gestion des barrières, ce qui fait que pour nos clients qui ont l'app Electra, soit en tapant sur un bouton ou soit pour les plus intégrés avec la lecture de plaque directe, tu as littéralement un parcours fluide. Et donc ça, c'est chambé, tu vois. Tu arrives, tu n'as pas de barrière, littéralement,
Et en plus, tu as une franchise de 30-40 minutes pour faire ta recharge, c'est idéal. C'est quoi l'intérêt pour les gestionnaires du parking de laisser 30 minutes à un user qui va juste venir se recharger Bah, eux, ils ont plusieurs intérêts. Déjà, ils ont un premier intérêt, c'est que de toute façon, ils sont obligés de mettre des stations de recharge. Donc déjà, tu vois, la Ok. question n'est pas est-ce que j'en mets ou pas. De toute façon, la Ouais. loi les oblige. Ensuite, la vraie question qui se pose, c'est comment est-ce que je fais pour trouver le bon opérateur qui va créer la bonne expérience. Et les parkings, ils sont un peu comme nous. C'est-à-dire qu'en fait, les clients fidèles, c'est pas l'immense majorité de leur audience. Ils ont un vrai enjeu de fidélisation. Et donc, tout ce qu'ils peuvent utiliser pour se différencier dans un monde où tu as des Yes Park, des Zen Park et plein de nouveaux acteurs qui rentrent, en fait, ils le font, tu vois. Et Hmm. aujourd'hui, proposer une franchise, ça permet aussi de se dire que la personne va revenir pour se charger et à un moment voudra payer le stationnement parce qu'elle va rester Ok. plus longtemps, que ça va l'arranger. Donc c'est gagnant, tu vois, pour tout le monde en fait, pour le client, pour nous et pour eux. Sorte de perks. Ok. Ouais, moi, j'ai une question un peu ouais, plus personnelle, mais est-ce qu'on a une vraie poussée de l'électrification euh, automobile en France depuis 3-5 ans, quoi, depuis qu'existe Electra? Est-ce que c'est vraiment un phénomène ou est-ce qu'on en parle plus dans les infos que ce que la réalité ne suggère? Non, je pense que aujourd'hui, on est sur des tendances de fond, tu vois, qui font que le marché, notamment côté véhicule, il est très dynamique. En fait, tu as des taux de vente là aujourd'hui où tu as une voiture sur cinq à peu près en France et de manière générale en Europe qui est électrique, même un peu plus en fait, quasi une Non. sur quatre. Donc c'est énorme. C'est aussi pour ça que, je ne sais pas si quand vous êtes à Paris ou dans les grandes métropoles, vous voyez de plus en plus de Tesla. Ça a commencé par les professionnels avec les taxis, les TC, parce qu'en fait, c'est hyper rentable pour eux. Et de Hmm. proche en proche, tu continues à avoir une électrification massive. Et cette tendance, elle n'est pas prête de s'inverser, même si de temps en temps, tu peux avoir des médias qui sont farouchement opposés à l'électrique et qui prennent toujours le cas d'usage un peu stupide de je prends un véhicule citadin et je l'amène sur l'autoroute pour faire 800 bornes et je me connecte à des bornes qui ne sont pas fiables et j'arrive à démontrer que c'est un calvaire. Ouais, ok, mais quelque part, les utilisateurs, en fait, ils s'y rendent compte, ils s'en rendent compte. Et puis, tu vois, aujourd'hui, c'est économique, en fait, de rouler en électrique. T'as quoi comme bagnole, toi? Moi, j'ai 2 voitures électriques à la maison. Donc, T'as j'ai le droit de bosser chez Electra si t'as pas de si tu roules pas en électrique? le droit, c'est pas obligé, mais disons que Electra, par nature, tu vois, c'est quand même une boîte engagée. Et donc, tu attires naturellement des profils qui ont envie de s'engager aussi, même pour la transition vers l'électrique. Donc, pour ceux qui ont des voitures, effectivement, tu as quand même beaucoup d'électrification, quoi. Donc toi, t'as quoi comme bagnole? Moi, j'ai une Zoé pour le quotidien et ensuite j'ai un SUV électrique pour les longues distances. Et cela, ils vendent moins en ce moment? Ouais, alors, ils vendent moins, oui et non. En fait, le truc, c'est que tu as de plus en plus de constructeurs qui font des super bagnoles et notamment des voitures attractives d'un point de vue économique. Tu vois, en ce moment, en fait, l'offre, elle a explosé. Il y a quelques années en arrière, tu n'avais que Tesla qui faisait des vraies bonnes voitures électriques. Aujourd'hui, tu as une offre qui est gigantesque. Donc, forcément, ça veut dire que l'incumbent, tu vois, Tesla, il recule un peu. Après, la Model Y reste quand même la voiture la plus vendue dans le monde, hein. Donc, oui, tu vois un peu cette dynamique. Je pense que c'est pas aussi catastrophique que ce que tu peux lire parfois dans les journaux. Après, tu as des gens qui sont quand même engagés aussi vis-à-vis de Musk et qui prennent position, quoi. On va revenir au product management parce que c'est Ouais. quand même ce qui nous intéresse. Euh, avec l'accélération de l'électrification des flottes en entreprise, comment Electra se positionne aujourd'hui sur le B2B? C'est vrai que vous avez commencé par le B2C. Comment est-ce que c'est quoi votre réflexion autour du B2B? Euh, voilà, est-ce que vous avez des offres, des projets spécifiques? Ouais, ouais. Euh, Tu as une bonne partie du trafic chez nous qui est lié à des entreprises, en fait, du B2B. Et en fait, le B2B, c'est assez vaste. Et donc, on a créé une offre qui s'appelle Electra Business, dans laquelle on vient adresser ces différentes verticales. Ce qui est hyper intéressant d'un point de vue produit,
c'est qu'en fait, dans le B2B, c'est sous-segmenté avec 4-5 verticales qui ont toutes des jobs to be done et des besoins qui sont complètement différents. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne peux pas avoir une offre Electra Business que tu sors et qui est valable pour tout type de user. Tu es obligé d'avoir un market fit hyper fort pour chacune de tes verticales. Un exemple, les besoins d'un taxi électrique à Paris, où en gros, lui, il veut juste du maillage parce qu'il n'a pas le temps de faire des détours. Donc en gros, il veut aller au plus proche entre deux courses et du prix parce qu'il est intéressé par ça et de la rapidité, vont pas du tout être les mêmes besoins que accompagner une entreprise qui a des véhicules de fonction électrique et qui a besoin d'avoir un coverage beaucoup plus vaste, qui a besoin probablement d'avoir un onboarding des modalités de contrôle de comment la bagnole est utilisée au quotidien parce que c'est des avantages en nature, etc. Et donc, on a une squad entière qui est dédiée à un produit B2B qui a pour mission d'être toujours on top. Et moi, l'objectif à chaque fois que je leur donne, c'est vous prenez le market leader et vous le défoncez. Il faut qu'on trouve une offre qui vienne le défoncer. Et Un du coup, objectif de type clair. et en fait, c'est bien parce que c'est ambitieux pour les équipes, mais on y arrive en fait. On y arrive. Et là, on est en train de cook quelque chose dans ce goût-là qui va arriver bientôt sur le marché et qui va, en tout cas, tous les user tests qu'on fait sont dithyrambiques et même côté sales, il y a une telle émulation que je pense que ça va cartonner, quoi. C'est le moment de postuler en sales chez Electra. Faire des gros bonus en 2025. Il y a une question de Paul assez intéressante, c'est comment est-ce que toi, tu visualises, tu en as un peu parlé là, mais comment est-ce que tu visualises l'organisation de cette équipe product? Il y a tellement de sujets, quoi. Enfin, honnêtement, Brice, j'aimerais pas être à ta place. Il y a tellement de sujets, du hardware, du soft, du mobile, du B2B. C'est quoi ta vision du truc? Ouais. En fait, elle est hyper simple. Moi, en termes d'organisation, moi, j'aime bien les trucs où c'est simple et où il n'y a pas beaucoup de process. Euh, Concrètement, donc tu l'as dit, hein, le playground, il y a du hardware, du software, de l'IoT, du mobile, du back-end, du B2B, du B2C. Et en fait, ce que j'ai fait et ce qu'on fait aussi avec Thomas, le CTO, parce qu'on a besoin d'être sur la même longueur d'onde, c'est que on a construit des squads avec des principes clés. Donc le premier principe, c'est d'avoir une audience ou un pan du produit qui est extrêmement clair. Donc, par exemple, on a une squad qui va bosser sur le B2C mobile. On a une squad qui va bosser sur le B2B. On a une squad qui va bosser sur le produit physique de la station. On a une squad qui va bosser sur les outils qui permettent de piloter le réseau. Une squad qui va bosser sur les systèmes de moyens de paiement, pricing, etc. Tu vois. Donc, en fait, on segmente pour faire en sorte que les équipes, numéro un, elles aient une audience claire. Numéro 2, on met en place des équipes pour faire en sorte qu'elles soient le plus autonomes possible, qui sont cross-fonctionnelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles sont organisées autour de trios, avec un product manager, un product designer et des techs, pour faire en sorte qu'elles soient la plus autonomes pour pouvoir builder leurs produits et itérer dessus le plus rapidement possible. Et le troisième volet, je pense qui est hyper clair, c'est d'avoir des North Star métriques aussi très claires et de l'ownership sur ces OKR. Et en fait, ce que je te dis, c'est pas révolutionnaire. En fait, toutes les boîtes de la tech, elles font ça. La révolution, c'est d'amener ces modes de fonctionnement de la tech dans une culture et dans un écosystème qui est très infrastructure. Et là, ça fait souvent des étincelles, quoi. Qu'est-ce qui a été très frictionnel? Je sais pas si ça se dit, mais qu'est-ce qui a été source de friction lorsque tu as voulu faire ça, ramener les méthodes product dans du hardware? Tu vois, je pense par exemple, tu peux pas faire des sprints de 2 semaines quoi sur tu vois, la borne de recharge quoi. Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a eu des sujets vraiment frictionnels? Comment vous les avez contournés? Alors, je pense que à la base, tu vois, Electra, tout le monde a conscience que c'est une boîte qui est à la croisée des chemins entre le monde de l'infra et le monde de la tech. Et donc, il y a un peu deux mondes qui coexistent. Pour moi, la source la plus forte, un peu d'étincelle, c'est la culture. En fait, tu as deux cultures qui cohabitent et qui sont un peu parfois antagonistes. Concrètement, le monde un peu de l'infra et le monde des ops, c'est avant tout, je veux construire le plus grand nombre possible de stations et je veux aller le plus vite possible pour le sortir. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, je suis focalisé sur l'output, le nombre.
Et je suis focalisé sur je veux aller le plus vite, donc en gros, je vais tout seul dans mon silo. À ça, tu compares une culture tech et produit qui est beaucoup plus outcome driven. Peu importe ce que je ship, ce qui compte, c'est pas ce que j'ai shippé, c'est est-ce que ça a de l'impact ou pas. Donc, quels sont les métriques que je regarde. Et puis, une culture qui est beaucoup plus collaborative. Et donc, régulièrement, tu as un peu ces deux mondes qui s'affrontent. C'est un bien grand mot, tu vois, mais qui peuvent parfois générer un peu de tension parce que culturellement, c'est deux mondes qui ne sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Il y a un dernier point, je pense, qui est critique, c'est autour du hardware, la manière avec laquelle tu fais du produit hardware, c'est à la fois exactement comme tu fais du produit software et en même temps pas du tout pareil. Et ça, c'est un truc, tu vois, que je découvre en permanence et on ajuste. Et là-dessus, moi, j'ai fait aussi il y a des choses, tu vois, il y a des learnings, des trucs que je ferais différemment maintenant. Mais peut-être le premier, il y a essentiellement un truc qui est, je trouve qu'il y a beaucoup trop de boîtes aujourd'hui qui font du hardware un peu à la papa, à l'ancienne, en mode cycle en V. Et ça, je trouve que c'est extrêmement dommageable parce que, au contraire, la démarche produit, c'est quoi? C'est de dérisquer le maximum le plus tôt possible. Et quand tu es dans un monde hardware où la moindre décision peut te coûter des millions, savoir anticiper et être conscient des choix que tu fais, avoir de la discovery, pour moi, c'est critique. Le deuxième truc, c'est que c'est dur pour les équipes de faire du hardware. Pourquoi c'est dur? Parce que, comme les choix que tu fais, ils sont critiques et ils sont coûteux, tu es obligé d'être plus exigeant sur la discovery. Donc ça veut dire que tu as des équipes tu forces le trait un peu sur la discovery. Le deuxième truc, c'est que tu es sur des itérations qui sont beaucoup plus longues et beaucoup plus complexes. Tu vois, je te le disais tout à l'heure, entre le moment où on a débuté le projet, qui à l'époque s'appelait pas Electraline, mais s'appelait Station V2, et le moment où c'est arrivé sur le marché, il s'est passé 12 mois. Ça veut dire qu'en fait, tu as besoin d'itérer pendant 12 mois, et pendant ces 12 mois, il va se passer des milliards de trucs. Et donc, tu as besoin d'avoir des équipes produits qui sont vachement résilientes, parce qu'en fait, elles vont en permanence être inondées d'informations, de doutes, de stakeholders qui vont tirer dans un sens ou dans un autre, et elles, il faut qu'elles gardent un cap. Et puis, pareil, tu as beaucoup plus de stakeholders impliqués, parce qu'en fait, tu commences à bosser avec des fabricants industriels, des PME, etc., pour qui, eux, c'est pas du tout évident de faire de l'agile, quoi. Et donc, en gros, pour les équipes, tu as besoin d'avoir des équipes qui sont beaucoup plus résilientes, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus long, ça demande beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'open-mindedness, mais en même temps, beaucoup plus de focus, quoi. J'imagine que c'est quelque chose c'est un élément qui doit être vachement présent dans la scorecard d'un recrutement au produit chez Electra, la résilience. Tu nous as laissé entrevoir d'autres éléments, mais globalement, si on devait un peu résumer le profil d'un product chez Electra, ça ressemble à quoi? Est-ce que ça doit être quelqu'un de passionné de l'énergie, qui connaît bien le hardware, très senior, pas senior? Enfin, c'est quoi ce que tu recherches Vous êtes combien d'ailleurs dans votre orga product? On n'est pas nombreux. Et en fait, c'est un peu ça le tour de force, c'est avoir un scope aussi large et être aussi ambitieux avec une toute petite équipe, parce qu'au total, on est 13. Ok. Euh, Ok. et Avec moi, les designers aussi, ouais, toute en l'équipe de gros, designers, PMM. en gros, dans le produit, alors on n'a pas de PMM, ça il faudra qu'on fasse un live dédié là-dessus, parce que ça c'est un peu long en termes de conviction de pourquoi j'en ai pas. Mais en gros, avec moi, j'ai 3 départements, Product Management, Product Design et Partenariat stratégique. Et l'ensemble de tout ce scope-là fait 13 personnes. Moi, mon mindset, et je pense le mindset aussi d'Electra, c'est d'avoir des petites équipes avec beaucoup d'ownership et beaucoup d'impact et beaucoup d'autonomie. Euh, et ça a aussi impacte beaucoup comment moi je vois les rôles et les responsabilités, notamment autour des product managers. Un Et les bon, profils, et les profils du coup. ouais, les profils. Tu vois, chez moi, un bon PM, c'est pas quelqu'un qui fait du Jira. Moi, c'est quasi interdit ou du linéaire ou peu importe, on s'en fout. En fait, moi, je veux pas des gens qui administrent le backlog. Je veux des gens qui identifient les meilleures opportunités pour créer de la valeur pour les clients et pour créer de la valeur pour le business. Et donc, moi, j'ai une conception très stratégique du produit. Et donc, c'est
forcément avoir des équipes qui sont beaucoup plus sur la discovery et sharp sur la strat et comment est-ce qu'on va identifier les opportes et comment est-ce qu'on va aligner tout le monde autour de ça, que la delivery. Et en fait, la delivery et même la recherche de solutions, c'est beaucoup plus un sujet de tech et de design. Et pour moi, la force du design, et j'adore le design parce que c'est un peu la clé de voûte, tu as un pied dans la delivery, puisque littéralement tu construis quelque chose, et puis tu as un pied dans la discovery, parce que tu es au contact du client et tu es au contact de comment est-ce que je vais identifier les problèmes et trouver les bonnes solutions. Et donc, euh, moi j'ai cette culture très forte où par exemple les PM, je leur dis c'est interdit de gérer des bugs. C'est pas le sujet d'un PM en fait. Nous, on ne paye pas des PM pour gérer du Jira et faire des bugs ou faire de la gestion de projet. C'est pas ça. C'est vraiment être en maîtrise de sa roadmap, avoir une bonne identification des opportunités et créer de la valeur pour le client et pour le business. Et ça, c'est hyper fort. Et un autre truc aussi, un peu de culture, c'est j'essaye un peu d'avoir cette culture de under promise over deliver. Donc je me bats, je suis assez chiant sur les roadmaps. Tu vois, il n'y a pas de process chez Electra. Donc en fait, chaque équipe, moi je considère qu'ils sont suffisamment autonomes et seniors pour se démerder sur leur process. Ils font ce qu'ils veulent, les sprints, pas de sprint, etc. C'est pas mon sujet en fait. Mon sujet, c'est plutôt comment est-ce que tu es clair, voyant sur où est-ce que tu amènes de la valeur et donc comment tu crées ta roadmap, comment tu mesures le succès. Et par contre, je suis assez chiant sur les roadmaps, mais je pense que c'est tellement important pour aligner. Et pareil, j'essaie de réduire au max, parce qu'il y a toujours des roadmaps énormes et tu sais pas ce qui va se passer, quoi. Écoute, j'ai noté ce que tu as dit là sur les PM qui gèrent pas les bugs. Je vais peut-être en faire un post LinkedIn, un de ces quatre, te citer tranquillement. Dites-nous en commentaire ce que vous avez comment vous avez trouvé le live, quelle note sur 5. Brice, comment est-ce qu'on peut t'aider? C'est quoi tes enjeux là du moment? Comment est-ce que TPC et au-delà peuvent contribuer à cette jolie aventure? Bah, déjà, je pense qu'à tous ceux qui sont présents sur le live et qui sont intéressés par passer à l'électrique, commencez à vous intéresser à ça. Et avec Electra, on sera ravis de vous accueillir. Et pour les nouveaux clients, on a des offres promotionnelles pour se mettre le pied à l'étrier, avoir la première charge avec des réductions. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on est en permanence en recherche de profils, et notamment des profils de designers et de product avec ce niveau d'exigence. Et donc là, on est aussi un peu dans le lien avec TPC. Et puis, en majeur, tu vois, je pense que c'est à peu près ça. Et suivez Electra et ses évolutions. C'est une industrie qui est passionnante, hyper engagée, avec des profils passionnés. Et c'est un vrai plaisir de bosser au quotidien dans cette industrie-là et de révolutionner les choses à notre échelle et à notre niveau. Écoute, plaisir partagé. Non, je suis ravi de t'avoir accueilli. N'hésitez pas à nous mettre dans le chat comment vous avez trouvé le live, une petite note sur 5. Et ravi de t'avoir accueilli, Brice. On était un peu plus de 150 et c'est pas mal de monde du monde justement du hardware et de la recharge, enfin de la recharge électrique. C'est pour ça qu'on était sur un niveau de technicité assez élevé. Moi, je vous invite et j'invite toujours à continuer la discussion en direct sur LinkedIn. Il y a des très très belles connexions qui se font sur LinkedIn après les lives TPC. Donc franchement, allez-y. Hein, vous avez vu, on est sur un monsieur de type plutôt accessible. Donc allez-y. Et puis Brice, euh, let's go. Hâte de voir un peu les nouvelles fonctionnalités, ce que vous êtes en train de cuisiner. Comment est-ce qu'on va créer un champion français, européen? Euh, Hâte de suivre ça et hâte de voir ça. Ouais, bah merci, merci Mehdi pour l'invite et merci à tout le monde. Et n'hésitez pas à commenter sur LinkedIn et j'essaierai de répondre aux principales questions. Donc allez-y, lâchez-vous. Merci, à bientôt. Allez, bonne app tout le monde. Ciao, bye. Merci.